Deux histoires, deux cultures, des régimes juridiques différents, des tutelles multiples, tout portait à croire que la séparation entre grandes écoles et universités était éternelle. C'est le rapport Attali, en 1998, qui a lancé ou relancé l'idée de leur rapprochement. Depuis, la situation a considérablement évolué. Mais peut-on dire que cette spécificité française est en train de s'effacer ou tout du moins de s'estomper ? En réalité, c'est l'éternelle histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Rappelons d'abord ce que contenait ce rapport Attali. D'abord, une vision proposant que les établissements d'enseignement supérieur forment un système plus homogène dans des ensembles géographiquement cohérents, mettant en commun leurs moyens et disposant d'une réelle autonomie. L'idée centrale était que universités, écoles et organismes de recherche convergent pour faire émerger 8 à 10 grands pôles d'excellence visibles mondialement. En résumé, il s'agissait de miser sur une fertilisation croisée qui a été le fil rouge des réformes menées depuis 1998, d'abord par Claude Allègre, puis par ses successeurs autour des politiques de site. Deux des objectifs ont connu au fil du temps des fortunes diverses. Le premier était un objectif pédagogique, celui de créer des passerelles et équivalences autour de crédits ECTS, les diplômes français étant obtenus dans un système éclaté, prépa en 2 ans, diplôme d'ingénieur géré par la CTI, diplôme propre d'école de commerce, DUT en 2 ans, licence en 3 ans, et d'arriver au niveau master à une homogénéisation autour d'un lien plus fort avec la recherche. Tout ceci allait se concrétiser avec la déclaration de la Sorbonne, puis le processus de Bologne, avec la mise en place du 3-5-8, devenu le licence master doctorat, le LMD. Ceci devait bousculer l'édifice institutionnel, chaque étudiant étant supposé passer d'un établissement à l'autre, et ces derniers devenant comparables. Le second objectif était de réunir grandes écoles et universités au sein de grands pôles d'excellence, en valorisant les qualités supposées des unes et des autres. Sélectivité, professionnalisation des formations et gouvernance forte côté école, masse critique, diversité sociale, corps professoral de haut niveau et recherche côté université. Un troisième objectif a été ajouté en 2010 avec le programme des investissements d'avenir et les initiatives d'excellence, véritable carotte financière, mais aussi avec une véritable pression sur une gouvernance intégrée. Où en est-on 22 ans après ? Pour les formations, la convergence attendue est partiellement une réalité au niveau master et doctorat. Le consommateur étudiant et les établissements se sont emparés des possibilités offertes. Passerelle après la licence, recrutement parallèle en école de commerce et école d'ingénieurs, marché des masters universitaires. Quant aux politiques de site, cela a plutôt ressemblé à un cauchemar institutionnel, avec la création des presses puis des communes autour du Big is Beautiful, véritable chiffon rouge pour les écoles. La possibilité ouverte, fin 2018, de créer des établissements expérimentaux, avec des écoles gardant une grande partie de leurs prérogatives, a apaisé. En tout cas, la première étape du rapprochement a été paradoxalement que les universités elles-mêmes se rapprochent entre elles autour de fusions réussies, comme à Strasbourg, Bordeaux, Aix-Marseille, ou encore à l'Université de Lorraine avec la fusion de 2 universités et d'écoles d'ingénieurs. Nous sommes désormais au cœur de la seconde étape, 22 ans après. Côté verre à moitié plein, des initiatives audacieuses et inenvisageables il y a encore quelques années voient le jour. C'est le cas pour les fleurons que sont l'Université Paris-Saclay, avec Centrale Supélec, l'ENS Aix-Cachan ou encore AgroParisTech, choisissant de s'allier à la puissance scientifique de l'Université Paris-Sud. C'est le cas de l'Université PSL réunissant à la fois Normal Sup, Dauphine, le SPCI ou encore l'École des Mines, mais c'est aussi le cas de Cergy, rebaptisé CY Paris Université, qui non seulement intègre une école d'ingénieurs privée, mais crée une école de design, ou encore de la nouvelle Université Gustave Eiffel, qui intègre 4 écoles, dont une de la CCI Paris et Région Île-de-France. Côté verre à moitié vide, les sites de Toulouse et Lyon-Saint-Étienne restent minés par leur guerre picrocolline, y compris d'ailleurs entre universités. Enfin, le projet de l'Institut Polytechnique de Paris avec l'École Polytechnique, parallèle à celui de l'Université Paris-Saclay,
confirment le poids de l'histoire et des grands corps. Et puis, restent en dehors du champ pour l'instant les business schools dont le modèle économique demeure incompatible avec celui des universités, mais qui, face à la crise sanitaire, vont devoir innover. Alors, verre à moitié vide, verre à moitié plein, la grande leçon de ces 22 dernières années, c'est la lenteur d'un processus qui paraît cependant inéluctable. La réussite sur la durée de quelques projets emblématiques comme l'université Paris-Saclay, l'université PSL, mais aussi Cergy ou Gustave Eiffel en seront le marqueur.